Bonsoir. 100 jours que la première femme Premier ministre du Togo est à la primature. 100 jours déjà qu'elle met en œuvre sa feuille de route contenue dans la déclaration de politique générale. Mais que peut-on en retenir? Qu'est-ce qui a été déjà fait et quelles sont les perspectives? La télévision togolaise a l'honneur d'accueillir ce soir sur son plateau Madame le Premier ministre, Madame Victoire Toméga Dobé. Madame le Premier ministre, bonsoir. Bonsoir, Madame. Le bilan de 100 jours de Madame le Premier ministre, nous le découvrirons durant cette émission spéciale que je vais co-animer avec mon confrère de la radio-télévision Delta Santé, Gérard Wilson. Gérard, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Madame le Premier ministre. Bonsoir. Et nous aurons également des questions de vous, chers téléspectateurs, à travers vous, donc les internautes. Et ce sera par la voix de Carlos Tobias, qui est spécialiste de nouvelles technologies. Vous suivrez donc en live cette émission, autant sur la télévision togolaise que sur tous les réseaux sociaux. Carlos Tobias, bonsoir. Bonsoir Anita, bonsoir Madame le Premier ministre. Bonsoir. À sa prise de fonction le 28 septembre dernier, tout est allé très vite. Madame Victoire Toméga Dobé s'est mise au travail sans tarder. Je vous propose de découvrir, ou plutôt de redécouvrir, les premières heures du gouvernement Dobé dans ce sujet signé Eden Sosopo. Elle porte fièrement l'ambition d'une gouvernance d'action. Gouverner autrement pour améliorer le quotidien des Togolais. Victoire Toméga Dobé, première femme, Premier ministre dans l'histoire du Togo, dès sa nomination le 28 septembre 2020, presse les pas. 72 heures après, son équipe est connue. 33 ministres, dont 12 femmes. Ce gouvernement de mission va travailler d'arrache-pied pour atteindre les objectifs fixés dans la feuille de route dans un contexte marqué par la pandémie au Covid-19. Pour les 5 prochaines années, le gouvernement Dobé compte renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale, dynamiser davantage l'économie nationale et créer plus d'emplois, moderniser le Togo et renforcer ses structures. Cette mission se fera en se basant sur le digital. Elle a reçu le 2 octobre 2020 l'onction de l'Assemblée nationale après avoir présenté la déclaration de politique générale du gouvernement. Et pour que la feuille de route soit totalement maîtrisée, l'une des grandes innovations au tout début de la mission fut le séminaire gouvernemental. Elle a été présidée par le chef de l'État-fort Ressources Mnanya Singbe. Madame Dobé veut une gestion réussie, centralisée sur des comptes rendus périodiques. Et c'est son gouvernement qui, pour la première fois, va expérimenter le budget programme avec pour but d'instaurer une plus grande cohérence entre les objectifs de développement et les allocations budgétaires. Placer le Togo sur les marchés de l'émergence et donner la possibilité aux opérateurs économiques d'accompagner cette feuille de route sont devenus de réels défis à relever. Le gouvernement a établi une alliance qu'il souhaite sans faille pour y arriver. C'est une feuille de route qui se décline en 10 ambitions et en 36 projets et 6 réformes. Le temps presse, le chantier est grand et chaque ministre entame sa mission avec à l'esprit l'obligation de résultat. Alors, Madame le Premier ministre, une fois encore, bonsoir. Bonsoir. Alors, si nous prenons en compte votre feuille de route, que faudra-t-il retenir déjà de vos 100 jours à la primature? Merci beaucoup, Anita. Je voudrais tout d'abord vous dire merci à vous, Anita et Gérard, pour cette belle opportunité que vous m'offrez de partager avec vous, à travers ce plateau télévisé, en synchronisation avec les médias, les différents médias de la place, le bilan des 100 jours du gouvernement togolais. Et je ne saurais commencer mes propos sans rendre grâce à Dieu pour sa protection pour notre pays et pour toutes les grâces de santé, de paix, de joie qui ne cessent de nous accorder. Parce que nous avons passé une année 2020 extrêmement difficile et donc nous ne pourrons que rendre grâce parce que nous sommes vivants, en bonne santé et engagés pour la suite du combat. Je voudrais également réitérer notre gratitude, la gratitude de tout le gouvernement, au chef de l'État pour la confiance
qu'il a placé en nous. Et je voudrais juste dire ici que c'est une grande marque de confiance qui est faite à cette équipe, que nous voyons qui est une équipe représentative et inclusive de ce que le Togo a de plus cher, les jeunes, les femmes, les acteurs du secteur privé, les jeunes de la diaspora, tous engagés pour faire réussir la vision du chef de l'État. Et cette vision, elle est laquelle, c'est améliorer constamment le bien-être des populations togolaises. Alors, 100 jours, ça passe très vite, très vite. Et nous avons pris sur nous d'accélérer les choses. La première chose, c'est de voir de manière collective le fonctionnement de l'équipe gouvernementale, parce que c'est d'abord et avant tout une équipe. Et ce qui a été assez bien, c'est que le chef de l'État nous a facilité le travail, parce que quelques jours après la formation du gouvernement, il y a eu ce séminaire gouvernemental qui a permis de partager la vision et qui a permis à chaque ministre de s'approprier cette vision qui est traduite dans des axes stratégiques et puis dans des projets concrets et dans des réformes phares dont on a besoin justement pour travailler à l'amélioration des conditions de vie des populations. Donc ce travail de revue, de fonctionnement de l'équipe était très important. Et ça nous a permis d'identifier ce sur quoi nous devons mettre l'accent pour faire vite et bien. Nous avons également réussi à observer un peu ce qui se faisait, mais sur lesquels nous devons mettre l'accent pour accélérer les choses. Tout à l'heure, je reviendrai sur un certain nombre de choses. Vous avez vu, j'étais sortie, aller visiter des chantiers d'infrastructures pour justement identifier les différents blocages et trouver des solutions à ces blocages. Et ça nous a permis d'accélérer la mise en œuvre d'un certain nombre de projets. Donc voilà un peu, je peux dire que nous avons voulu nous organiser au mieux pour pouvoir être beaucoup plus efficaces, tout en faisant en sorte que la collaboration entre les membres du gouvernement, entre les divers ministres, soit la plus réussie, une collaboration ouverte, faite de respect, mais de complémentarité, et faire en sorte que nous puissions être à la fois efficaces et efficients. Merci Madame. Justement, il y avait plusieurs axes, principalement 3. Et le premier portait justement sur le renforcement de l'inclusion et l'harmonie sociale et la consolidation de la paix dans notre pays. Alors, il y a cet élément que Luc Assis nous a proposé. Je vous laisse visionner et puis après on revient ici pour les commentaires. La feuille de route 2020-2025 du gouvernement repose sur 3 grands axes majeurs. Il s'agit de renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale et consolider la paix, de créer des richesses et des emplois en s'appuyant sur les forces du pays et de le moderniser à travers la digitalisation des procédures et services. Les ambitions sont grandes. L'axe 1 repose sur divers projets et réformes. L'exécutif veut offrir une identité et garantir la couverture santé et l'accès aux services de base à tous. Et ceci passe par l'attribution de l'identité pour tous, la mise en place du registre social unique et de la couverture santé universelle. À cela s'ajoute l'élaboration et l'exécution d'un plan de réponse aux urgences sanitaires. La politique d'électrification pour tous sera poursuivie et accentuée, sans oublier l'augmentation de l'accès en eau potable et à l'assainissement. La construction de 20 000 logements sociaux et la création d'une banque digitale pour tous. D'une ambition à une autre. En plus d'une identité, le gouvernement s'active pour offrir une éducation accessible au plus grand nombre et en phase avec le marché du travail. Et pour y parvenir, il mise sur l'augmentation des capacités d'accueil scolaire, l'amélioration de la qualité de l'enseignement et la revue de la politique d'orientation et la promotion de la formation professionnelle vers les métiers prioritaires. La dernière ambition de l'axe 1 n'est autre que d'assurer la sécurité, la paix et la justice pour tous. Des actions concrètes sont déjà pensées pour relever ce défi.
Adoption de la loi de programmation militaire pour sanctuariser et renforcer les investissements dans le secteur militaire. Ce, afin d'assurer la sécurité nationale, notamment face à la menace terroriste, ciblant un ratio de dépenses de défense sur PIB de 4%. Ceci aura pour corollaire la diminution du taux de criminalité dans le pays. L'amélioration de l'efficacité du système judiciaire est prévue avec à la clé un taux d'accès à la justice ramené à plus de 75% contre 65% en 2016. Toutes ces actions cumulées à celles de l'axe 2 et 3 de la feuille de route, une fois réalisées, contribueront à coup sûr au bien-être des populations togolaises. Madame, nous sommes à l'heure du bilan. 100 jours, c'est pas trop pour faire tous les bilans et tous les programmes que vous avez mis en place. Mais alors, on ne peut pas parler sans parler justement de la crise sanitaire. Alors, qu'est-ce qui est fait en ce qui concerne la riposte et la prise en charge justement des malades de cette pandémie du Covid-19? Merci beaucoup. Je vais tout à l'heure revenir sur cet axe 1 de notre feuille de route, mais je vais rapidement répondre à la question sur la Covid, qu'est-ce qui est fait par notre pays. Vous savez, le Togo fait partie de ces pays au monde qui sont très rares à prendre sérieusement en main la question de la riposte de la Covid. Et vous avez vu, vous avez suivi tout ce qui a été mis en place, une coordination au plus haut niveau du sommet de l'État, la coordination opérationnelle, le conseil scientifique. Donc, il y a un suivi rigoureux qui est fait de la gestion de la Covid. Aujourd'hui, nous sommes à un peu plus de 4000 cas dans notre pays, malgré tout ce qui est mis en place. Nous avons, vous savez, le Togo est entouré de plusieurs pays, et donc c'est avec les voyages entre les différents pays, c'est pas évident. Donc on a un peu plus de 4000 cas. Nous avons malheureusement totalisé 73 décès, et aujourd'hui nous sommes un peu plus de 418 cas actifs que nous avons dans notre pays. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que ces derniers jours, malgré les dispositions qui sont prises, nous connaissons une flambée. En 4 jours, nous avons eu plus de 200 cas. Et ça doit nous interroger. Et ce n'est pas seulement dans une partie de notre pays, c'est sur toute l'étendue du territoire. Bien sûr, dans le Grand Lomé, on a beaucoup plus de cas, mais on se rend compte que même dans le septentrion, aujourd'hui, dans le Grand Thône, nous avons des cas. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons eu une réunion stratégique avec le chef de l'État, avec le conseil scientifique et tous les acteurs, mais aussi nous avons eu une réunion présidée par le chef de l'État sur la question du vaccin. C'est pour vous dire que les dispositions sont prises pour que la gestion de cette pandémie soit faite au mieux dans l'intérêt de la population togolaise. Et vous avez vu le CHR qui a été rapidement réhabilité pour accueillir les malades. On a identifié dans la plupart des chefs-lieux de région des centres qui sont aménagés pour accueillir les cas. Et il y a eu une mobilisation collective des médias, du personnel soignant. C'est d'ailleurs l'occasion de féliciter tous ceux-là qui sont au premier front et qui font en sorte qu'aujourd'hui, notre pays est cité comme l'un des rares pays ayant vraiment la maîtrise de la situation. Mais les flambées que nous connaissons ces derniers temps nous interpellent. Et donc, ce que... Vous avez une idée de ce qui... D'abord, nous sortons des fêtes. Il y a eu quand même des regroupements, il y a des relâchements par endroits. C'est pas quand la crise prend du temps, il y a un épuisement naturel qui se fait. Donc, nous devons nous responsabiliser davantage pour venir à bout d'une telle pandémie qui a des conséquences désastreuses sur l'économie, sur le social. Il faut que nous nous responsabilisions tous. L'État fait sa part, le chef de l'État fait sa part, mais il faut que chaque citoyen se sente interpellé et responsabilisé. Et donc, pour nous, aujourd'hui, avec ces flambées, nous serons obligés encore de prendre des mesures, des fois qu'on ne souhaite pas, mais pour contenir et maîtriser cette pandémie. Et donc, je voudrais vraiment en appeler à la responsabilité de tout un chacun pour le respect des mesures barrières,
le lavage des mains, la distanciation, le port des bavettes ou des masques, pour que nous puissions réellement, c'est vraiment un appel que je lance à toute la population togolaise. Maintenant, j'en profite pour vous dire que, oui, la question du vaccin intéresse notre pays et nous participons à l'initiative COVAX, que vous connaissez très bien, qui permet de mettre à la disposition des pays qui participent à cette initiative 20% des doses dont on a besoin pour pouvoir vacciner les populations. Mais les populations qui seront premières à être vaccinées, c'est celles qui sont en contact direct. Donc, c'est le personnel soignant, c'est aussi la population carcérale, c'est dans les établissements scolaires. En tout cas, il y a un plan de déploiement qui est en train d'être mis en place. Et je disais tantôt que le chef de l'État a présidé lui-même une réunion aujourd'hui, justement pour parler des avancées, de ce qui est fait au niveau des vaccins. Et j'espère vraiment que très bientôt, le Togo pourra bénéficier d'une première vague de vaccination. Et ça également, nous serons tous invités à nous mobiliser pour communiquer, sensibiliser, afin que cette opération connaisse un grand succès. Justement, il y a une résistance de la part de la population. C'est pour ça que je parle de communication, de sensibilisation. Un peu partout où on parle de vaccins. Même dans les pays qui ont développé. Voilà, c'est ça. Donc il faut que chacun s'y mette. Les médias. On connaît déjà la date probable de l'acquisition de ces vaccins. C'est dans les semaines qui viennent. Parce que d'abord, c'est une action au niveau régional. Mais les pays qui sont les mieux organisés, qui répondent aux critères, parce qu'il y a des critères, qui ont par exemple mis en place des dispositifs logistiques, de chaînes de froid, tous ces pays-là, quand vous êtes prêts, la conservation, nous avons aujourd'hui fait le point, donc le Togo est bien avancé et nous espérons que d'ici quelques semaines, nous aurons les premières doses de vaccins. Alors, pour la question sur la Covid, il faut absolument que nous nous sensibilisions tous, que nous nous sentons responsables pour que le Togo puisse s'en sortir assez vite. Parce que ça affecte l'économie et ça affecte également les conditions sociales dans notre pays. Alors, pour revenir sur la question, j'ai vu le reportage, il est très bien fait. Mais il faut toujours rappeler un certain nombre de choses. Alors, d'abord, la vision. Il faut que nous puissions, nous tous, la rappeler, l'approprier. C'est quoi? C'est travailler pour un Togo en paix. Pour une nation forte, respectée, moderne, et avec une croissance économique qui est inclusive, durable. Quand on parle d'inclusivité, c'est pour que cette croissance profite à tous les Togolais. Et ça, c'est important, et le chef de l'État tient à cela. Et donc, pour arriver à réaliser cette vision, il y a un axe qui est très important, c'est de renforcer l'inclusion, parce que l'inclusion dans notre pays est déjà en marche. Mais il faut consolider, il faut renforcer cette inclusion. Et en renforçant cette inclusion, vous renforcez l'harmonie sociale et également vous consolidez la paix sociale et vous arrivez à stabiliser le pays. Et donc, pour nous, au gouvernement, pour le chef de l'État, pour nos gouvernements, cet axe stratégique, il est majeur, il est important. C'est la priorité des priorités. Et donc, à ce niveau-là, tout de suite, quand nous avons pris fonction, on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour donner des messages clés et faire en sorte qu'il y ait quand même des résultats. Il y a des prérequis. Et les prérequis, c'est arriver à asseoir une base légale, réglementaire. Vous allez voir, si vous avez suivi les différents conseils des ministres, on a pris pas mal de textes. Mais des lois qui sont innovantes, je me permets quand même de les rappeler ici parce que c'est important. Nous avons pris une loi, par exemple, sur l'identification biométrique. On se demande pourquoi. C'est parce qu'il faut que nous puissions assurer cette ambition-là de donner un identifiant unique à chaque résident sur notre sol, à chaque Togolais, à chaque résident sur notre sol. Et ceci permet de disposer d'une base qui permet de mieux cibler les projets, cibler ceux qui peuvent bénéficier des différents projets sociaux de notre pays. Donc, pour pouvoir identifier, aller sur ce projet d'identification, il faut une base légale. Et c'est ce que nous avons fait en peu de temps.
On a parlé tout à l'heure de la loi de programmation militaire. Oui. Vous avez vu toute l'évolution des menaces dans la sous-région, etc. Il faut que le pays se dote de moyens, d'outils pour protéger, assurer la défense de son territoire, de notre territoire, protéger nos côtes, nos frontières terrestres, aériennes et maritimes. Donc, nous avons suivi. Et donc, cette loi de programmation militaire, c'est une innovation. Une belle innovation pour notre pays qui permet à notre pays de disposer d'un plan détaillé des dépenses militaires sur les 5 prochaines années. Nous avons un nouveau code de travail. Et ce nouveau code de travail permet de garantir un équilibre qui est assez judicieux entre les aspirations et les attentes des travailleurs et les employeurs, ou bien les entreprises. C'est une innovation, c'est un élément important pour l'attractivité de notre pays. Parce qu'il ne faut jamais oublier, nous sommes dans un environnement compétitif et chacun veut attirer donc nous devons nous doter d'outils pour ça. Il y a eu la loi sur le casier judiciaire national automatisé. On ne peut pas automatiser le casier judiciaire sans se doter de cette loi qu'il nous faut pour pouvoir y arriver, parce que ça permet de soumettre les demandes de casier judiciaire en ligne. Vous voyez, c'est une belle innovation. Il y a également une loi sur l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. C'est vraiment quelques exemples de lois que le gouvernement a prises. Il y a la loi organique sur le médiateur de la République, vous voyez, parce que ça permet de moderniser l'institution, mais aussi de l'adapter à cette nouvelle fonction, par exemple, dans le cadre de la déclaration des biens des différentes personnalités, ce qui est prévu par notre Constitution. C'est pour vous dire que ces lois que nous avons, sur lesquelles nous avons eu à travailler, que nous avons adoptées en collaboration avec tous les acteurs, et là je vous ai saisi l'occasion aussi pour féliciter, remercier l'Assemblée nationale, parce que c'est tout un process, ça permet d'avoir des prérequis pour pouvoir avancer sur un certain nombre de programmes et projets. Et ces lois qui ont été prises ont été complétées par un certain nombre de décrets. Quand vous prenez la loi sur l'identification biométrique, il y a eu après un décret sur l'organisation et le fonctionnement de l'agence comment on appelle ça, de protection des données, et également l'agence pour l'identification biométrique, etc. Donc c'est vraiment des actions sur lesquelles nous avons eu à travailler pour qu'ils nous donnent. Déjà mis en œuvre. C'est déjà long. On va d'être mis en œuvre. Mais c'est des droits et des décrets. Et ça, c'est nécessaire pour pouvoir développer les programmes et les projets, ou alors assurer les ambitions que nous sommes affichées. D'accord. Donc c'est important de faire ça. Mais ce que je veux dire aussi sur cet axe 1-là, en dehors de ces programmes, de ces lois et décrets, c'est pour vous dire qu'il y a une réelle volonté politique de l'État d'accorder une place importante au social dans notre budget, dans le budget de l'État. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, pour 2021, nous avons mis pour les secteurs sociaux un peu plus de 53%. Vous voyez, c'est quand même une part belle au social. Et c'est une bonne augmentation par rapport à ce qui se faisait avant. Et il y avait déjà des efforts, mais ça s'est concrétisé cette fois-ci encore avec cette hausse dans le budget. Mais je dois rappeler, et ça nous l'oublions toujours, que notre pays a accompli de belles performances en termes de recul de la pauvreté. Aujourd'hui, il y a moins de 50% de Togolais qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Et je crois que c'est un effort, mais ça nous interpelle à dire qu'on ne peut pas encore laisser 40 ou 45% de la population dans la pauvreté. Mais ça nous encourage à faire plus que ce que nous l'avons fait. Et pourquoi on l'a eu? C'est parce qu'il y a eu des programmes sociaux, il y a eu des programmes d'inclusion sociale, il y a eu des programmes d'inclusion financière, vous voyez, il y a eu le FNFI, il y a eu des programmes d'accompagnement des jeunes. Tout cela a permis de sortir un certain nombre de Togolais de la pauvreté. Il y a eu des programmes de développement communautaire, des programmes sectoriels même pour doter nos communautés de salles de classe, de centres de santé, etc. Mais c'est tout cela qui a fait qu'aujourd'hui, nous constatons un recul de la pauvreté, mais nous devons faire encore plus. Je voudrais juste dire que l'inclusion est en marche dans notre pays. Et nous avons le devoir d'accélérer cette marche-là pour sortir le maximum de Togolais de la pauvreté, pour ne laisser personne sur le côté, comme le chef de l'État aime souvent à le dire. Et il y a un autre élément que je veux relever ici aussi, c'est que nous avons
si nous voulons lutter durablement contre la pauvreté, il faut absolument que nous ayons l'ambition de développer un certain nombre de grands programmes. Je veux parler du recensement, le 5e recensement général de la population. Tous les 10 ans, il faut un recensement. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été lancé pendant les 100 jours. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut noter. Et c'est une opération qui va coûter à l'État un peu plus de 8 milliards de francs CFA qu'il faut mobiliser avec les partenaires. J'ai parlé tantôt de l'Agence nationale d'identification biométrique. Là, cette agence, nous avons commencé par la mettre en place pour que nous puissions lancer les premières opérations d'identification dans le courant de l'année 2021. Tout à l'heure, vous me demandez pourquoi les lois. Oui, il faut la loi. Il faut maintenant opérationnaliser, mais pas décret cette agence-là. Et c'est ça. Après, on a des équipes qui se mettent en place pour pouvoir lancer les opérations d'identification. Et ça, c'est un projet qui va coûter à l'État togolais un peu plus de 40 milliards de francs CFA. Vous voyez, c'est pas juste, mais c'est important de le faire. Et il y a des partenaires qui sont avec nous, qui nous accompagnent, notamment la Banque mondiale sur cette question, l'UNFPA, le système des Nations Unies, etc. Ce que nous devons dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais nous sommes en train de le faire dans un contexte Covid. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Parce que la Covid, ça ralentit, ça réduit votre capacité à faire quelque chose. Et pourtant, nous avons réussi à faire ça parce qu'il y a une réelle volonté, il y a une réelle détermination d'avancer. Et c'est pour cela que je pense qu'il faut quand même reconnaître l'effort qui est fait et dire que nous devons absolument poursuivre dans cette lancée. Maintenant, toujours sur l'axe 1, il y a également la question de l'éducation. Parce que vous avez vu que dans le reportage, on a parlé d'augmenter la capacité d'accueil des stages. Voilà, c'est par exemple sur ce projet-là. Nous avons été promis ce nombre de classes à construire à la rentrée. On a parlé de 25 000 sur 5 années. C'est ça. Et c'est l'année en 2021, 5 000, on va cette année, au minimum de 5 000. Et nous travaillons déjà sur ça. Parce qu'il faut, l'innovation, c'est qu'on veut impliquer le secteur privé dans la mise en œuvre de ce projet. Il faut que le secteur privé finance le secteur privé local. Donc, il faut le faire, il faut identifier quel est le type de salle de classe. Il faut intégrer le numérique. Il faut que, quand on construise, qu'on ait en même temps l'électricité, l'eau, le numérique, pour que ça soit quelque chose de complet. Et donc, nous avons travaillé sur ça, nous continuons de travailler pour que très vite, dans les semaines qui viennent, on puisse lancer l'opération de construction des salles de classe pour les semi-classes, salles de classe pour 2021. Il faut identifier aussi il faut faire une cartographie, les zones, les prioritaires. De la carte scolaire. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on en est pour la carte scolaire? Le travail se poursuit. Le travail se poursuit et c'est une des missions clés assignées au ministère des enseignements primaires secondaires. Ils ont commencé, ils ont vu tout de suite, il y a toute une cartographie qui est faite et après, bon, c'est juste observer beaucoup de rigueur pour respecter cette carte scolaire. On ne peut pas réaliser ce projet de construction de salles de classe sans la carte scolaire. Donc, c'est vraiment le prérequis sur lequel ils travaillent. Mais je voudrais aussi dire quelque chose que nous oublions, c'est que comme nous sommes dans le contexte Covid, vous vous rappelez qu'on avait arrêté la scolarité des enfants, on avait bloqué l'année, et en temps, il y a eu une reprise. Oui. Donc, pour faire la reprise, il faut absolument doter les établissements, les apprenants de moyens pour assurer leur protection, les rassurer. Ça a été fait. Il fallait organiser les examens. Ça a été fait également. Et après, on a eu la rentrée scolaire. Vous voyez, tout ça, c'est des mesures qui ont été prises, mais qui ont un coût pour l'État. Mais nous avons réussi à le faire. Et je pense qu'il faut saluer ce qui a été fait au niveau de tous ces acteurs-là, les parents d'élèves, les enseignants, parce qu'il y a eu un dialogue qui s'est installé entre les responsables du secteur et tous les acteurs pour trouver des solutions aux problèmes qui ont été posés au fur et à mesure. Et aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous que la scolarité des enfants se passe très bien.
Donc voilà un peu, mais il y a d'autres projets sur lesquels nous travaillons, par exemple la politique des enseignants, la réforme de l'orientation scolaire et professionnelle. Il y a eu les IFAD, j'ai visité par exemple les IFAD Bakwasi, et pour m'assurer de la bonne avancée des travaux. C'est tout cela contribue à ce que dans notre pays nous ayons une éducation de qualité, mais accessible à tous et qui donne la voie sur le marché du travail. Avec un personnel enseignant aussi, rémunéré Mais tout ça, ça fait partie des priorités de voilà, puisqu'on parle du social. Vous avez vu la question des enseignants volontaires. Il y a tout un dispositif qui est mis en place pour organiser des concours pour résorber de manière progressive le stock d'enseignants volontaires que nous avons. On avait un stock, il y a une situation qui a été faite en 2018. Donc, sur cette base, on organise des concours pour pouvoir résorber de manière progressive. Voilà. Alors, madame, nous avons découvert l'axe 1. Alors, l'axe 2 de la feuille de route, justement, du gouvernement veut dynamiser la création d'emplois en s'appuyant sur les forces de l'économie nationale. Avant de découvrir avec vous, madame le Premier ministre, ce qui a été fait concernant, justement, l'axe 2, nous allons découvrir ensemble, vous et nous, les forces, justement, les forces de cette économie, de notre économie, et comment le Togo entend l'exploiter pour justement dynamiser la création de l'emploi. C'est un reportage signé Ramdan Massina. À travers l'axe 2 de la feuille de route du gouvernement, il s'agit de dynamiser la création d'emplois en s'appuyant sur ces forces économiques déjà présentes. Pour y parvenir, il est question de faire d'abord de l'agriculture un véritable moteur de croissance et de création d'emplois. Une noble ambition qui passera forcément par de profondes réformes de projets structurants. L'État projette l'amélioration des rendements agricoles, l'extension du réseau routier rural. D'ailleurs, un ministère est spécialement créé à cet effet. Le pays pourra s'appuyer sur ces différentes expériences comme le mécanisme incitatif de financement agricole MIFA, un outil innovant de financement et de structuration du secteur agricole. Déjà, plus de 100 000 agriculteurs sont touchés. L'efficacité des agropoles n'est plus à démontrer. Ces stratégies sont toutes au bénéfice des populations. Autre force de l'économie nationale, le port et l'aéroport. Le gouvernement veut améliorer la compétitivité du secteur logistique via la digitalisation. D'ailleurs, le chef de l'État l'a rappelé dans son adresse à la nation le 31 décembre dernier. La consolidation et le positionnement stratégique de l'aéroport ne sont plus du reste. Pour le port autonome de Lomé, la construction d'un parc industriel autour de ce poumon de l'économie nationale est envisagée et serait d'un grand apport. La gestion des offres touristiques et de loisirs, sans oublier la construction de l'autoroute de l'unité, permettront au pays de s'affirmer partout en tant que hub logistique et de services. Grâce aux ressources minières existantes, le Togo veut compter sur l'accélération de l'exploration et de l'exploitation des ressources minières. Il entend créer des unités de transformation comme la production d'engrais phosphatés. Une belle opportunité pour créer de véritables industries extractives et transformatrices. Le Togo est bien parti donc pour une transformation significative de son économie et des emplois susceptibles de résorber le chômage. Alors, madame, on l'a suivi tout à l'heure, mais il est question de revenir en détail sur tout ce qui a été fait concernant l'axe 2. Alors, dites-nous, pour dynamiser justement la création d'emplois en s'appuyant sur l'économie du Togo, en 100 jours, qu'est-ce qui a été fait? Oui, c'est une belle question. Alors, pour dynamiser la création d'emplois, nous avons deux importants leviers sur lesquels nous avons travaillé, nous avons commencé par travailler et nous continuons par travailler. Le premier, c'est l'agriculture. Aujourd'hui, l'agriculture contribue à 40% de notre PIB. L'agriculture occupe la plus grande partie de notre population. Et pour changer la vie des populations, pour améliorer leur niveau de revenus, il faut absolument faire avec cette agriculture-là. Et donc, ce que nous voulons, c'est que ce soit une agriculture moderne, attractive et qui rémunère très bien ceux qui ont le courage de s'y adonner. Alors, ce qu'il y a, vous l'avez dit aussi dans le reportage, il y a des éléments clés. La première chose,
c'est identifier des filières stratégiques pour nous, sur lesquelles, quand on a une bonne organisation, une bonne structuration, avec un bon plan de mécanisation, etc., on peut avoir des résultats. Vous avez suivi aussi qu'il y a par exemple la filière du coton. Il y a eu tout un travail qui a été fait, une filière qu'on a restructurée et qui a attiré des investisseurs privés pour que cette filière puisse être productive. Et ça demande beaucoup donc j'ai parlé d'organisation, de mécanisation, d'augmentation des rendements agricoles, etc. Il y a également d'autres filières, je reviendrai là-dessus. Donc, il faut identifier des filières stratégiques qui ont un impact sur l'économie de notre pays. On parle de rendement agricole, il faut connaître le sol pour pouvoir nourrir le sol. Et donc, il y a eu cette carte de fertilisation qui a été élaborée, donc qui va permettre d'identifier le type d'intrants pour pouvoir améliorer les rendements agricoles. Il y a eu également ce que nous appelons les zones agricoles aménagées, planifiées, les ZAP. Ça également, c'est quelque chose sur lequel nous avons travaillé. On a identifié, par exemple, on veut mettre en place une centaine de ZAP pendant l'année 2021. Donc, il y a tout un travail qui a commencé là-dessus. J'ai parlé tantôt des IFAD. Les IFAD, pourquoi les IFAD? Parce que l'IFAD forme pour le travail. Quelqu'un qui sort de l'IFAD crée son propre emploi ou alors tout de suite travaille. Il a un emploi. Et donc, il y a l'IFAD aquaculture, mais il y a l'IFAD élevage, il y en aura d'autres. Donc, voilà, par exemple, pour l'agriculture, des actions clés sur lesquelles nous avons eu à travailler. Il y a également le MIFA, qui est le mécanisme de financement spécifique, innovant, que nous avons mis en place pour pouvoir accompagner le secteur. Et tout à l'heure, je reviendrai là-dessus. En dehors, donc, de ces éléments clés sur lesquels nous avons eu à travailler, il y a également des infrastructures qu'on met en place en soutien à cette agriculture-là. Je parlerai des pistes rurales, je parlerai des infrastructures, je parlerai même de l'énergie, de l'eau, etc. Mais donc, c'est pour vous dire que au niveau de cette agriculture qui doit être orientée vers le marché pour qu'elle puisse réellement nourrir son homme, nous sommes focalisés sur un certain nombre de filières, comme je l'ai dit. J'ai parlé de coton, il y a le maïs, il y a l'anacade, et pour certains, pour les jeunes, il y a aussi le sésame. Et également, j'ai parlé de la carte de fertilité. Aujourd'hui, il y a 1,9 million d'hectares qui représentent donc 55% de la superficie agricole nationale qui ont été analysés. 1,9 million d'hectares. Et 1,2 million d'hectares ont été déjà cartographiés, ce qui représente 33% des terres agricoles nationales. Ce n'est pas rien, parce que ça permet d'identifier le type d'intrants qu'il faut. Et donc, ça a un lien direct avec l'amélioration des rendements agricoles. J'ai parlé tantôt des investisseurs privés. Parce que l'agriculture, on ne peut plus continuer par la faire de manière archaïque. Il faut absolument amener des gens qui ont les moyens, qui acceptent de financer toute la chaîne de la production, en passant par la collecte, les agrégateurs, la transformation, la mise sur marché. C'est toute une chaîne. Et sur cette chaîne, vous avez des emplois qui sont créés. Donc, c'est de cette manière-là qu'il faut faire l'agriculture. Et donc là, nous avons pu signer avec le groupe singapourien Olam, qui a racheté 51% des parts de la nouvelle société cotonnière du Togo. Et à travers ceci, Olam s'engage à renforcer toute la filière du coton. Et nous espérons que d'ici 3 ans, ce qui est prévu va être réalisé, comment ils vont tripler la production, etc. J'ai parlé des ZAP tantôt, donc une centaine de ZAP vont être... nous travaillons dessus, le travail a commencé, et j'ai parlé des IFAD. Ce que je veux dire aussi, c'est que il faut absolument que, quand on parle d'agriculture, il faut trouver le moyen pour que, quand on produit, ça puisse aller sur les marchés. Donc, les pistes rurales. Vous voyez le lien. Donc, nous sommes engagés, le chef de l'État s'est engagé à développer un programme de 4000 km de pistes rurales. Vous avez suivi, j'étais allé lancer ce programme-là dans la préfecture de Montchien il n'y a pas longtemps.
Juste. Et ça a déjà commencé. Donc ça, c'est une action concrète où on a vu qu'il faut désenclaver les zones de production de café cacao, les zones de production de coton. Ce sont ces zones-là qui sont prioritaires parce que nous travaillons toujours dans une approche de chaîne de valeur. Donc la production, la collecte, le transport, la mise sur le marché. Donc voilà quelque chose que nous avons réussi à faire. Et c'est quand même un projet qui coûte 49 milliards de francs CFA. Hein. C'est pas rien. 49 milliards de francs CFA. Et donc, je dois dire que quand on met tout ça ensemble, à la fin, en fin de compte, nous avons non seulement des rendements qui se sont nettement améliorés, mais nous avons également de la production. Et qu'est-ce qu'il faut faire de cette production? Il faut transformer. Et dans notre pays, aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de jeunes s'intéressent à ce que nous appelons la transformation agro-industrielle. J'ai visité quelques structures il n'y a pas longtemps aussi pour les encourager. Mais c'est pour vous dire que nous sommes désormais dans cette dynamique-là. Ils se lancent dans l'agro-business. L'agro-business. Et nous avons, en allant vers ces jeunes qui bénéficient des financements du MIFA ou du PAES-GSP, nous identifions en même temps ce qui est les difficultés qu'ils connaissent. Par exemple, c'est que c'est des difficultés au niveau des emballages, etc. Donc, au fur et à mesure que nous avançons, nous identifions d'autres les difficultés sur lesquelles nous travaillons pour pouvoir atteindre nos objectifs. Et donc, la question de l'agro-industrie, pour nous, est importante. Et après, on parlera de la consommation locale. Oui. Nous avons eu à organiser le mois du consommé local, le mois d'octobre. Oui. Et l'avantage, c'est que ça a permis de connaître tout le potentiel que nous avons dans notre pays. Nous ne connaissons pas. Et ça a permis d'obliger nous tous à consommer du local. Et il y a eu ce décret que nous avons pris dès la prise de fonction pour obliger les uns les autres, nous tous, à accorder beaucoup plus d'importance à la consommation des produits locaux. Aujourd'hui, vous avez pu voir les résultats, c'est positif. Ah oui, vous devez vous-même chercher à voir s'il n'y a pas de résultats. Moi, je pense qu'il y a des résultats parce que quand vous voyez, vous allez dans les supermarchés aujourd'hui, vous avez sur les étalages, vous pouvez retrouver des produits togolais, les made in Togo. Mais nous avons aussi des vitrines qui sont créées un peu partout en ville où on peut. Mais nous devons encourager cela. Et je crois que nous devons aller au-delà même de ce que nous avons déjà fait pour que la consommation locale soit une priorité des priorités pour tous les Togolais. Parce que c'est ça aussi qui va drainer la production. Le marché togolais en lui-même est petit. Il est exigu. Et quand nous parlons d'agriculture modernisée, d'activités de transformation, nous ciblons forcément un marché de 350 millions d'habitants. C'est quoi? C'est le Togo et tous les pays de l'espace communautaire. Et c'est ça qui va rentabiliser l'activité des jeux, de tous ceux qui sont dans l'agriculture, dans la transformation, dans les services connexes. Donc voilà un peu ce travail-là qui se fait, des résultats, mais en même temps, en suivant de près, on se rend compte qu'il y a encore des défis à relever. Et au fur et à mesure qu'on les relève, et bien, on s'améliore et on améliore les conditions de vie des populations. Et je voudrais finir avec ça en disant que quand vous identifiez les filières stratégiques, vous structurez tout ce qui est dans ce dessus, vous trouvez des mécanismes de financement adaptés, ce que nous faisons déjà, et que nous trouvons un marché, et que nous faisons de la transformation, nous créons des emplois. Nous créons des emplois pour notre jeunesse, qui représente un peu plus de 75% de la population togolaise. Donc, voilà un peu la démarche qui est suivie. Et pendant les 100 jours, nous avons réellement travaillé sur ces filières, quelques filières. On s'est focalisé sur ce qui peut donner des résultats. Maintenant, il faut que nous puissions... Je vais vous donner quelques exemples. Le MIFA, par exemple, au cours des 100 jours, a pu accompagner des acteurs avec un montant de presque 3 milliards de francs de crédit. C'est pas rien. Le PAES a continué et a pu mobiliser 7 milliards aussi. Et tout ça, ça crée des emplois pour les jeunes. Donc, au niveau de l'axe 2, l'un des leviers sur lesquels nous travaillons, donc j'ai parlé de l'agriculture, l'agro-industrie, mais il y a un élément que j'ai évoqué tantôt, qui est important en appui à cela, c'est des infrastructures. J'ai parlé des pistes, mais il faut aussi
parler en même temps des grands travaux. Parce que les pistes, c'est bien, mais aussi il y a des grands travaux, les axes centraux. Et là, je vais vous dire, par exemple, que quand nous avons pris fonction, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des chantiers qui étaient bloqués ou ralentis, peut-être à cause de la Covid, peut-être à cause de d'autres problèmes d'ailleurs, mais je suis allée sur le terrain avec des ministres et on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qu'on pouvait faire autrement. Et donc, du coup, avec des réunions thématiques avec les ministres, avec des réunions de briefing, débriefing, avant visite de chantier, après visite de chantier, aujourd'hui, quand vous prenez le chantier Lomé-Vaughan, en Foin, qui est long de 61 km, donc c'est ce que nous appelons la RN4, nous avons pu, nous sommes à 90% de réalisation. Le chantier a tellement bien avancé. Il y avait eu des problèmes sur le déplacement des services concédés. Mais avec tout ce que nous avons mis en place assez rapidement, aujourd'hui, on a levé tous ces problèmes-là. Et les travaux de ce tronçon se sont vite accélérés. Je vais vous donner l'exemple de Lomé-Palimé, qui a commencé rapidement ici. Aujourd'hui, nous sommes à un peu plus de 20%. Vous y allez, vous allez voir. Mais c'est pour vous dire que la présence sur le terrain, le fait d'amener les ministres à travailler ensemble, à se compléter, à régler les problèmes, je vous assure que ça fait avancer les choses. Il y a les travaux du tronçon Cantet-Tanjoaré. Un chantier qui a démarré depuis 2013, qui a connu tellement de lenteur, de difficultés. Aujourd'hui, ils sont à 80%. 80%. Quand j'étais allée visiter, ils n'étaient même pas à 40%. Mais aujourd'hui, ils se sont mobilisés, les entreprises qui sont sur le chantier, et ils vont livrer le chantier avant fin juin 2021. Parce qu'on leur a imposé une échéance précise. Nous avons Pierre Sakakawa aussi, qui présente des difficultés parce qu'il y a tellement d'ouvrages à mettre en place sur ce tronçon, mais également, ils sont à 43%. Et je pense que d'ici fin juin, en tout cas, l'entrepreneur s'est engagé à livrer les chantiers à fin juin. Et le suivi que nous mettons en place va le contraindre à respecter l'engagement qu'il a pris. Il y a le tronçon Anéron avec Pozo. Vous savez très bien, vous connaissez cet ouvrage. Donc, c'est une réhabilitation de 29 km de route. Et les travaux sont à peu près à 35%. Mais ce que je vais vous dire aussi, c'est que avec le système que nous avons mis en place de suivi, ça fait qu'aujourd'hui, sur toutes ces voies-là, on va poser la fibre optique. C'est important, on ne va pas le faire après. Mais on se rend compte qu'on n'y a pas pensé, il faut le faire en même temps. Donc ça rationalise le travail qui se fait, les ressources. En tout cas, je crois que s'il y a une leçon que nous pouvons tirer, c'est que c'est une équipe. Il faut que chacun joue son rôle. Il y a un chef d'orchestre, et le chef d'orchestre a la mission de faire travailler chacun dans un souci de complémentarité et de faire en sorte qu'on puisse atteindre des résultats de manière efficace et efficiente. En fait, c'est ça. Donc, pour nous, l'axe du gouvernement, c'est très clair, c'est pour créer des emplois. Et pour créer des emplois, l'agriculture, l'agro-industrie. Il y a également le secteur minier. On n'y a pas beaucoup travaillé, donc je ne vais pas en parler ici. Il y a également la logistique, l'économie bleue, l'économie maritime. Vous avez vu que c'est un nouveau département qui est mis en place. Mais vous avez vu qu'on a pris une loi sur la protection et la mise en valeur du littoral. Donc c'est un prérequis pour que ce secteur-là puisse se doter de dispositifs qu'il faut pour pouvoir faire cette valorisation, cette protection. Mais il y a aussi le fait que notre port a besoin d'être un peu plus compétitif, malgré les très bonnes performances. Donc, le ministre en question travaille déjà dessus. Donc, je peux vous dire qu'il y a tout un travail qui est fait pour que nous puissions réellement tirer le maximum de profit de cet axe 2 qui permet de densifier la création d'emplois sur la base des forces de notre économie. Merci. Bilan des 100 jours de mandat du Premier ministre avec TVT et les réseaux sociaux qui peuvent envoyer leurs questions à notre avis de l'autre côté en fin d'émission. Donc, on prendra quelques questions. Parlons du troisième axe, madame, qui portait justement sur la modernisation du pays et le renforcement de sa structure. Quelles sont les réformes phares et les projets prioritaires contenus dans ce troisième axe?
Vision 2025, on va viser cet élément d'abord et puis on revient ici en plateau. D'accord, très bien. Dans l'axe 3 du Togo Vision 2025, le gouvernement entend moderniser le pays et renforcer ses structures. 4 principales ambitions ont été dégagées. D'abord, faire du Togo une référence régionale dans le digital. Des projets et réformes ont été définis à cet effet. Étendre la couverture réseau Internet fixe et mobile, renforcer le raccordement Internet au réseau mondial et développer un hub d'innovation digitale. Les principaux services publics du pays vont être digitalisés et la réglementation numérique réformée. Ensuite, le renforcement de l'attractivité du pays auprès des investisseurs. Dans ce registre, la capacité de production, de transport et de distribution d'électricité connaîtra un accroissement. Les 2 banques publiques seront restructurées et privatisées. Il est aussi envisagé l'opérationnalisation de l'API ZF et la modernisation du Code du travail. L'État renforcera les mécanismes d'appui aux très petites et moyennes entreprises. Puis, la solidification des structures de l'État et la stabilisation des comptes publics. À l'agenda, l'augmentation des ressources publiques et la transformation et restructuration des sociétés d'État. Également en vue, l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de développement de 10 communes, l'attraction et le développement des talents dans la fonction publique. On parle aussi de la décentralisation de l'État. Enfin, au cœur des priorités de l'État, le développement durable et l'anticipation des crises futures. Le Togo entend donner une réponse aux risques climatiques majeurs. On évoque un programme de mobilité verte avec pour réforme phare la législation environnementale. Madame, voilà le 3e axe. Est-ce qu'il y a des détails? Qu'est-ce qui est fait? Oui, quelques détails, oui. Merci. Voilà, c'est un axe qui porte sur la modernisation de l'économie, de l'administration. Et là également, ce que nous avons fait pendant les 100 jours, c'est un certain nombre de prérequis sur lesquels qui vont nous conduire vers cette modernisation. La première chose même, c'est la manière dont le gouvernement est constitué. Ça, c'est un élément qui est un signe de modernité. Ah, d'accord. Un mot là-dessus, rapidement, peut-être que ça peut se passer inaperçu. Ah bon? Oui. Alors, vous savez très bien qu'aujourd'hui, un membre sur 3 est une femme. C'est ça. Vous le savez? Oui. Pour nous, c'est quand même une belle avancée pour notre pays. Et qui est saluée par tous. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut consolider. Ça, c'est important. Donc, la représentativité des femmes est une belle innovation pour notre pays et qui est observée dans la formation de ce nouveau gouvernement. Également, des innovations qui, pour nous, ont un lien avec la modernité, c'est un certain nombre de ministères qui sont quand même nouveaux. J'ai parlé d'abord des encadrements de pistes rurales. Avant, les pistes rurales, c'était peut-être avec les infrastructures. Mais aujourd'hui, on veut... Voilà, cette manière de faire, pour nous, c'est quelque chose de très novateur. L'économie maritime, vous en avez parlé, maritime, pêche et protection côtière. Donc, c'est aussi pour mieux contrôler les activités de pêche, mais aussi assurer une gestion durable des ressources halieutiques. Il y a également un ministère de la promotion des investissements. Parce qu'on parle d'activité, on parle de climat des affaires, des réformes que nous sommes en train de mettre en place, etc., pour attirer le maximum d'investisseurs privés. Et là, c'est un message fort. Il faut un ministère qui est dédié à cela. Donc, pour nous, c'est quelque chose d'important qu'il faut signaler. Mais dans la méthode même de travail axé sur le résultat, on commence par un séminaire gouvernemental, il y a des comités de pilotage, il y a des comités thématiques. Tout ça, c'est une nouvelle manière de faire les choses. Quand on parle de modernité, c'est ça en fait. Et vous avez vu la régularité des conseils des ministres à chaque fois. Et vous avez vu même la manière dont on rencontre des conseils des ministres pour montrer à quel point on veut que les populations comprennent ce que nous faisons, et ce que nous faisons, c'est pour les populations. Et il y a aussi le fait d'être plus proche des populations. Et ça, ce que nous avons fait, c'est bien, mais vous n'avez encore rien vu. Il faut absolument que notre travail soit d'abord sur le terrain, constater les choses, faire participer les populations, les écouter et remonter ce que nous avons
pour les mettre dans tout ce que nous faisons dans les projets, programmes. Tout à l'heure, on reviendra là-dessus. Alors, donc, pour nous, c'est un travail beaucoup plus moderne, avec les nouvelles technologies, le digital au cœur de tout cela. Oui. Et j'ai parlé tantôt du code de travail, nouveau code de travail plus moderne, qui est adapté à l'époque actuelle et qui cherche le juste équilibre entre les attentes des salariés, leur protection et ce que les intérêts des entreprises. Une innovation, c'est l'obligation d'avoir l'assurance maladie. Oui. Ça, c'est quelque chose d'important. Et il y a des nouveaux types de contrats, on a la possibilité de faire du télétravail, il y a beaucoup d'améliorations sur la réglementation de licenciement, de chômage, etc. Donc, on reviendra sur ça, mais pour nous, le nouveau code du travail que nous avons donc réussi à faire adopter donc tout récemment, était quelque chose qui est plus moderne, qui est adapté et qui rend notre pays beaucoup plus attractif. J'ai parlé du casier judiciaire. Ça aussi, le fait d'informatiser la délivrance du casier judiciaire est une modernisation du secteur judiciaire. C'est quelque chose de très bien. Ça facilite la tâche à la population qui doit se... Vous avez besoin de votre casier judiciaire. Si vous étiez à Dapaon, vous allez faire le déplacement pour... Donc, le fait d'avoir informatisé le casier judiciaire, de faire la demande en ligne et de l'obtenir, fait que vous avez... Ça facilite la vie à la population. Donc, tous les Togolais pourront désormais le faire. Il y a également des petites choses qui ont été faites, mais des fois, ça passe inaperçu. L'augmentation des frais d'émission pour les agents de l'administration togolaise. Oui, justement. Ça vous concerne? Oui. Voilà. Donc, c'est une nouvelle mesure qui prend en compte le déplacement avec nuitée, déplacement sans nuitée, journalier de tous les agents de l'administration sans distinction du statut. Et donc, il y a eu une augmentation de 20%, qui est quand même assez significative. Il y a le traitement des chefs cantons. Vous savez, leur traitement a été revalorisé tout récemment et annoncé par le ministre d'État. Donc voilà, c'est des acteurs qui occupent une place importante dans la politique de promotion du développement local, impulsée par le gouvernement. Et il faut absolument que nous puissions leur donner toute la place qu'il faut. Donc il y a ce travail qui a été, de revalorisation qui a été fait. Et puis, tout récemment, vous avez suivi comment nous avons essayé de redynamiser le cadre de concertation entre l'État et le secteur privé. La manière dont nous avons fait de partager la vision des 5 ans avec le secteur privé, leur montrer toute la cohérence qu'il y a et de leur dire que vous avez votre place pour accompagner le gouvernement sur cette vision est quelque chose de très innovant et qui a été apprécié par le secteur privé. Et nous allons continuer sur cette lancée pour faire en sorte que le secteur privé se renforce. Parce que si l'État est fort et que le secteur privé est faible, on a un problème. Donc, nous sommes obligés d'accompagner pour que le secteur privé togolais puisse prendre toute la place qui est la sienne dans le développement de notre pays. Donc, ça, c'est des nouveautés. Et je vais parler aussi un peu du numérique, parce que dans l'axe 3, ce qui est essentiel pour nous, c'est de mettre le digital au cœur de tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, sans digital, on ne peut rien. C'est ça. La gestion de la Covid nous a montré que, en peu de temps, on a pu développer un produit, le Novici, et qu'on a réussi en 2 semaines à le mettre à disposition des populations de 600 000 personnes. Voyez. Donc, je crois que nous devons faire davantage dessus. Et il y a des prérequis également par rapport à ça. Le fait de décider que la fibre optique, de manière systématique, on doit la mettre en place et de responsabiliser les opérateurs téléphoniques par rapport à ça. C'est quelque chose d'important qu'il faut souligner. Et donc, on veut faire du Togo le pays le plus fibré d'Afrique de l'Ouest. Et c'est possible, hein, c'est possible. Et d'en faire un hub digital de référence à l'horizon 2025. Il y a également le fait maintenant de faire jouer les structures de régulation, l'ARCEP. Depuis quelque temps, qui joue son rôle pour contraindre les opérateurs à non seulement à garantir la qualité du service, mais aussi à respecter les engagements en termes de prix. Ils ont commencé, c'est tellement que beaucoup ne voient pas tout de suite le résultat, mais je vous garantis que le travail est fait et que
ça ne sera tarder, on verra très bien. Peut-être qu'il faut ouvrir largement le marché des opérateurs. Mais on a déjà des opérateurs et je pense que c'est un secteur très compétitif aujourd'hui. Mais le défi pour nous, c'est de faire en sorte que les Togolais aient accès à un service de qualité à un bon prix. Et sur ça, on trouvera tout pour arriver à cet objectif-là. Connecter le maximum de Togolais, c'est ça. On disait, la mise en œuvre de la feuille de route du gouvernement place le digital au cœur du développement de notre pays. Et cela nécessite de généraliser l'accès Internet à très haut débit et d'améliorer la qualité du service des réseaux mobiles. C'est à ça que nous attelons avec les différents prérequis que nous sommes en train de prendre au niveau du secteur du numérique. Donc j'ai parlé de la régulation du secteur. Il y a un travail qui se fait et j'espère vraiment que nous tous nous ressentirons les effets très, très, très bientôt. Très bientôt. Ouais. Alors, Madame, nous avons parlé de la modernisation, justement. Et dès votre prise de fonction, vous nous avez annoncé que vous gouvernerez autrement. Vous allez gouverner autrement. Et nous vous avons déjà vu sur le terrain ces visites de travaux en cours d'exécution dont vous avez parlé tout à l'heure. Alors, nous allons justement redécouvrir ces différentes sorties sur le terrain que vous avez eu à mener et surtout écouter les bénéficiaires de ces travaux, les populations elles-mêmes. Nous allons suivre ce reportage de Clarisse Aticlet et écouter les populations des régions, des plateaux et des savanes. Et nous revenons sur ce plateau. Merci. 30 octobre 2020, le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe a procédé à l'ouverture officielle de 3 postes de péage automatisés de Davier, de Vodugbe et d'Akepedo. Gérée par la Société autonome de financement de l'entretien routier SAFER, cette innovation s'inscrit dans le cadre de la modernisation des infrastructures routières entamée il y a quelques années au Togo. La chef du gouvernement Victoire Tomega Dogbe s'est ensuite lancée dans une série de visites des chantiers ouverts au Togo et qui sont en cours d'exécution. Cette visite de la chef du gouvernement l'a successivement conduite à Kéguézobedi, dans la banlieue nord de Lomé, à Zéglé et à Kpomé, dans la préfecture de Zior, à Raotoué, à Koumape et Vogan, dans le Vaud, à Anfoin dans les lacs, au carrefour à Tikoumé, dans Lomé commune et à Ngouépé, dans la ville. Le Premier ministre a pu apprécier sur le terrain l'exécution du projet de réhabilitation et de bitumage de la route nationale numéro 5, Lomé-Palimé, de la route nationale numéro 34, Lomé-Vogan-Anfoin, longue de 61 km, pour un montant estimé à 31 milliards de francs CFA. Le Premier ministre a poursuivi le vendredi 27 novembre 2020 sa visite de terrain sur la route nationale numéro 1 qui concerne le tronçon Kanté-Tandjouar long de 130 km, le tronçon Pia-Sarakawa-Kanté long de 65 km estimé à 45 milliards de francs CFA et l'axe Sadori-Nali sur la route nationale numéro 17. Le même jour, le Premier ministre s'est rendu à l'IFAD de Barkwasi. Cet institut dédié à l'élevage est en pleine construction. Elle a pu constater la bonne avancée des travaux et surtout la très bonne mobilisation des acteurs et populations autour de ce projet. Le jeudi 3 décembre 2020, le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe a procédé au lancement du programme d'appui aux pistes rurales PAPR à Kpovegan dans la préfecture de Hao. Il s'agit pour le gouvernement de construire 4000 km de pistes à travers les 5 régions économiques du pays avec un premier financement pour 2000 km de pistes rurales sur la période 2018 à 2025. Pour constater l'effectivité de la réhabilitation de ces pistes, Victoire Tomega Dogbe a visité les tronçons de la piste rurale Sotumehoe, Bové, Démé, Dewe, Agoto Soja dans les communes de Haro 1 et 2 et ceux de la piste rurale Gameseva, Kogbe Assi, Kope 2 dans la commune de Zior 3. Le nouveau marché moderne de Thiévier en construction a reçu également la visite du chef du gouvernement togolais, Victoire Tomega Dogbe, le lundi 7 décembre 2020. Cette visite lui a permis de réaliser que les travaux étaient à un taux d'achèvement de 96%.
Toujours à Thiévié, le Premier ministre a également visité le chantier de construction de la nouvelle maison des jeunes et de la femme. L'idée principale qui sous-tend ces visites de terrain est, selon le Premier ministre, le suivi des chantiers afin que les travaux soient exécutés dans les délais requis pour que les bénéficiaires puissent en profiter rapidement. Le mercredi 30 décembre donc, la chef du gouvernement a visité l'entreprise Gulf Food Africa Sarl, spécialisée dans la production et la commercialisation de l'atiéké et d'autres dérivés du manioc sous la marque Bonjour Afrique. Elle a aussi visité l'entreprise Agrocom Sarl, spécialisée dans la transformation du soja bio en huile de soja sous la marque Sojor et en tourteau de soja. Jeudi 31 décembre 2020, le Premier ministre s'est rendu à Thiévié pour visiter la société Africa Plastic Technology ATP, une usine de fabrication de tuyaux PVC, et l'entreprise Citrapat SA, spécialisée dans la fabrication de farine, de semoule et de chips de maïs sous la marque Ebly Food. Elle a terminé sa tournée par la visite de l'entreprise Vabecost, spécialisée dans la production et la commercialisation du riz blanc naturellement parfumé sous la marque La Paix à Mission Tovi. Nous sommes confiants dans la politique du chef de l'État. Ça fait 100 jours qu'elle est aux commandes du gouvernement et que beaucoup de choses bougent. Nous, particulièrement dans la région des savanes, nous enregistrons beaucoup de progrès, dans ce sens que lors de sa tournée, elle a donné des consignes et nous saluons la route nationale numéro 1 de Sadori à Barkossi. Cette portion, et c'est déjà presque fait, désormais nous circulons tranquillement. Depuis qu'elle est nommée, c'est une dame dynamique qui fait un travail formidable. On la voit partout. Ce n'est pas une bureaucrate. Vous voyez, ce n'est pas une bureaucrate. Sur le terrain, du nord au sud, de l'est à l'ouest, on la voit partout. Et puis, sa force, c'est le contrôle. Elle va sur les sites, elle va sur les chantiers pour contrôler elle-même l'avancement des travaux qui ont déjà commencé. Lorsqu'elle a fait le retour, je crois qu'on a déjà même vu un changement sur nos routes. Les changements sont passés de Mango, où vraiment nous on passait avec des difficultés. Mais aujourd'hui, on constate que vraiment elle a commencé un bon travail. Maintenant, concernant ses rencontres avec les opérateurs économiques, je suis très content et je suis très confiant que ce qu'elle vient de faire va nous donner l'opportunité d'évoluer. C'est un bon début. C'est un bon début à encourager et à soutenir aussi. En tant que femme, on doit la soutenir. Elle est dynamique. Elle est tout le temps sur le terrain, elle veut vérifier, c'est bon. C'est ce qu'on cherche, quoi. C'est ce qu'on veut. Mais 100 jours, j'avoue que avec la réponse au Covid, il est trop tôt de dire à Mme Dogbé qu'elle a réussi. Mais il faut l'encourager à aller loin parce que la réussite se voit à l'horizon quand même par rapport à tout ce que nous voyons. De tous les ministères sectoriels qui existent, le Covid devient une priorité pour tout le monde. Et donc, la réponse au Covid devient une priorité aussi pour elle, en tant que chef de gouvernement. L'évolution en tout cas de sa feuille de route, ou bien la réussite de sa feuille de route ne peut pas se voir très tôt aujourd'hui. De vous demander vos stratégies d'action. Dites-nous d'abord où vous puisez toute cette énergie pour être tout le temps sur le terrain. Merci beaucoup. L'énergie, je la puise sur le terrain, en fait. C'est le contact avec les populations, ça vous donne encore plus d'énergie à faire plus. Mais je pense que c'est surtout la grâce divine. D'accord. Alors, madame, depuis que vous êtes arrivée à la primature, on a vu toutes vos sorties sur le terrain et tout, et vous avez dit que vous gouvernerez autrement. Et depuis lors, on nous parle de la méthode Dogbé. Alors, parlez-nous-en un peu plus. Qu'est-ce que c'est? Merci beaucoup. Avant peut-être de répondre spécifiquement à cette question, il y avait un oubli pour moi qui était quand même quelque chose d'important. Quand je parlais de l'ARS 1, les efforts qui ont été faits, le travail qui a été fait, il y a eu le fait d'avoir rendu
gratuits les frais d'inscription aux examens. Je pense que c'est passé inaperçu, mais c'est important de le faire parce que j'ai vu qu'une telle mesure a eu un écho positif au niveau des populations. Et je voudrais le dire. Je voudrais également aussi parler un peu de l'énergie, parce qu'on n'en a pas du tout parlé. Or, c'est quand même aussi bien pour les populations que pour le secteur public quelque chose d'important. L'énergie, aujourd'hui, pour nous, nous avons une stratégie d'électrification qui est claire, qui permet de savoir où est-ce qu'on veut aller. D'ici 2025, 75% auront accès à l'énergie. Et ça passe par quoi? Ça passe par l'énergie conventionnelle, mais aussi l'énergie renouvelable. Et là, pendant les 100 jours, il y a eu aussi un suivi de tous les chantiers, par exemple le chantier Kekeli et puis de Blita, qui vont permettre à terme de connecter des centaines de milliers de Togolais à l'énergie et qui vont permettre également d'avoir à terme aussi non seulement la fiabilité au niveau de l'énergie, mais aussi disposer de l'énergie à un coût abordable. Donc c'est important de le dire parce que ça a un impact sur les ménages, sur la population. Alors pour revenir à la question sur la méthode, la fameuse méthode Dogbé. Vous l'avez baptisée méthode Dogbé. En fait, il faut que nous puissions avoir en tête qu'il faut se focaliser sur les résultats. Vous pouvez tout faire, même si vous n'avez pas de résultats, que vous avez perdu du temps, vous avez perdu votre énergie. Donc, c'est gouverner autrement, c'est être axé sur les résultats. Et ça demande de mettre l'accent sur la redevabilité. Dans tout ce que vous faites, vous devez rendre compte. Absolument. Et quand vous rendez compte, ça vous permet de voir qu'est-ce qui... D'abord, vous-même, vous faites un effort de savoir comment vous avez fait, qu'est-ce que vous avez fait. Et ça vous permet après de vous améliorer. Donc c'est une méthode que nous devons tous adopter dans le pays si nous voulons ressembler à un certain nombre de pays dans le monde entier. Donc redevabilité, un suivi constant. On a suivi dans le reportage, beaucoup ont parlé de suivi constant pour relever les problèmes, mais aussi c'est l'opportunité pour pouvoir améliorer et trouver des actions correctrices. Et donc, quand vous adoptez cela, vous êtes dans une dynamique d'innovation. Chaque fois, vous avez envie de mieux faire, de faire les choses différemment. Et l'autre élément, quand on dit gouverner autrement, c'est être proche des populations, être à l'écoute des populations. Mais c'est pour les populations que nous sommes ici. C'est pour elles que le président nous a fait confiance de nous nommer ministre ou premier ministre. Donc on ne peut pas travailler pour elles et rester dans son bureau et méconnaître leurs attentes, leurs aspirations profondes. Donc il faut aller en contact et même si les gens ne voient pas de résultats immédiats, ça leur donne de l'espoir, ça les rassure. Donc ce contact-là, je suis sûre que c'est quelque chose qui, en tout cas, qui nous aide à avancer. Et ça permet aussi de montrer que nous sommes dans un système de gouvernance concertée. Ça implique, ça fait participer les populations à l'œuvre du pays. Et gouverner autrement aussi, c'est communiquer. Communiquer sur ce que nous faisons. Le faire de manière très sincère. Hein. Quand vous n'avez pas fait de la pédagogie, vous n'avez pas fait quelque chose, mais vous dites pourquoi vous n'avez pas fait. Et même en restant à l'écoute des gens, vous pouvez avoir des idées pour pouvoir avancer. Donc, communiquer, nous avons mis l'accent dessus et nous allons le faire davantage. Il y a pas mal de choses qui sont en train de se faire pour que nous puissions disposer de la matière, que vous puissiez disposer de la matière pour pouvoir communiquer et permettre aux populations d'apprécier ce que nous faisons et de dire oui ou non, est-ce que nous sommes sur la bonne voie ou pas. Donc voilà, communiquer tout le temps. Et donc je crois que gouverner autrement, c'est ça. C'est d'abord, avant tout, les résultats et être redevable de ce que vous faites. Parce qu'on vous donne le moyen de faire des choses, vous devez rendre compte. Et nous sommes dans cette dynamique-là. Madame, ça fait 100 jours que vous êtes à la tête du gouvernement. Alors, vos expériences, votre quotidien pour ces 100 jours que vous menez cette action gouvernementale jusqu'à aujourd'hui? Je pensais que vous l'avez deviné parce que quand j'explique comment les choses se passent, vous vous rendez compte qu'en fait, nous avons la vision. La vision pour notre pays, elle est claire.
Donc, nous savons où nous allons. Ça, c'est un élément fondamental. Nous avons également traduit, sous l'impulsion du chef de l'État, cette vision en axe stratégique. Et il y en a 3, il n'y en a pas plus que ça. Et nous avons, dans ces axes-là, des ambitions. Nous les connaissons, il y en a 10. Assurance maladie, éducation de qualité, etc., les logements, on les connaît. Et maintenant, nous avons aussi, pour réaliser ces ambitions, nous savons comment faire. Donc, c'est des projets. Et nous en avons une quarantaine de projets et des réformes qu'il faut absolument faire. Maintenant, quand vous avez tout ça, que vous avez partagé cela avec vos collaborateurs, ce qui vous revient en tant que chef de gouvernement, donc en tant que responsable de la mise en œuvre de cette vision, c'est de coordonner l'action gouvernementale. Et ça se traduit dans quoi? Dans des réunions périodiques, thématiques, des comités de pilotage, comme j'ai dit, sur les différents projets, de s'assurer que chaque ministre est en train de réaliser sa feuille de route. Et ça, c'est un peu ça, avec donc des visites de terrain. C'est un peu, quand vous faites de la gestion, c'est sur des résultats, vous savez ce qu'on fait. Vous avez des indicateurs. Vous savez sur quoi vous avez pu avancer, ce qui vous reste à faire. Et donc, c'est de cette manière-là que nous organisons notre activité en tant que chef de gouvernement, en tant que chef d'orchestre, faisant jouant la partition qu'il faut pour qu'il y ait de l'harmonie, qu'il y ait de la cohérence, qu'il y ait de la complémentarité dans l'action pour plus d'efficacité et d'efficience. C'est juste ça. Et les perspectives d'avenir à court et à long terme? Les perspectives, comme vous le savez, nous avons donc nos feuilles de route. Nous avons nos feuilles de route. Chaque ministre a sa feuille de route. Nous avons vu ce que nous avons fait jusque-là. Nous avons mis l'accent sur la mise en place d'un certain nombre de requis. Maintenant, il faut travailler sur un certain nombre de projets. Je n'ai pas parlé, par exemple, tout à l'heure de la plateforme d'Aditicopé, le PAC industriel d'Aditicopé, qui est un grand projet phare de notre gouvernement qui va permettre de créer beaucoup d'emplois pour les jeunes. Donc, par exemple, ça, c'est une action qui a commencé, mais qui va, que vous verrez d'ici quelques semaines, ce sera beaucoup plus visible pour nous, parce qu'il y a une partie de ce PAC qui sera terminée. J'ai parlé tantôt de l'électrification, donc il y a les centrales qui sont terminées, donc on va les réceptionner. Donc il y a une continuité de toutes ces actions-là, les projets, la quarantaine de projets-là. Nous allons continuer par travailler dessus. J'ai parlé tantôt des infrastructures scolaires, donc nous allons démarrer cela très bientôt. Le grand marché de Lomé, on travaille dessus pour réellement démarrer les travaux. Il y a beaucoup d'actions pour lesquelles nous avons posé des jalons et sur lesquelles nous allons continuer par travailler. J'ai parlé tantôt du port, du hub logistique. Donc, c'est vraiment la continuité des différentes actions. Et vous verrez, quand nous aurons encore l'occasion de rendre compte, vous verrez donc toute la cohérence derrière et tout ce qui se fait pour arriver à réaliser les objectifs que nous nous sommes assignés. D'accord. Alors, Madame le Premier ministre, l'émission est en direct donc sur la télévision togolaise, mais également sur les réseaux sociaux. Les internautes nous suivent et depuis le début de cette émission, nous avons présenté donc Carlos Tobias qui suit nos internautes sur les réseaux sociaux. Et les internautes, Madame le Premier ministre, ont des questions pour vous également. Alors, et ce sera à travers donc notre confrère Carlos Tobias des Nouvelles Technologies. Alors encore une fois, bonsoir Madame le Premier ministre. Bonsoir. Madame le Premier ministre, vous allez prendre du plaisir dès que vous le souhaiterez à lire les réactions des internautes. Entre félicitations et critiques, naturellement, vous en doutez, il y a surtout les questions. Et nous en avons sélectionné quelques-unes pour vous. Elles concernent notamment l'éducation, l'énergie et le droit du travail. Mais d'abord, l'éducation, la toute première question qui concerne justement l'amélioration de l'orientation. Elle dit ceci: on constate une faiblesse dans l'orientation que prévoit le gouvernement justement pour aider les élèves à mieux s'orienter. Amélioration de l'orientation, on constate une faiblesse dans l'orientation
Que prévoit le gouvernement pour aider les élèves à mieux s'orienter? Et la deuxième question, l'éducation toujours de cet autre internaute. Au-delà d'un simple accompagnement du gouvernement, est-il prévu une intégration, j'allais dire, progressive des enseignants volontaires? Est-ce qu'une intégration progressive des enseignants volontaires est prévue? Il y a aussi cette autre question qui concerne justement l'énergie, le gouvernement qui multiplie des projets de centrales thermiques. L'internaute voudrait savoir si cela va justement baisser les coûts. Et pour finir, il s'agit du droit du travail, justement, la dernière actualité qui porte sur le droit le code du travail, justement, à propos duquel l'internaute demande quelles sont justement les garanties offertes par le nouveau code du travail considéré comme pro-invest pour les employés. Mais il faut que je précise qu'il y a des centaines de questions et vous conviendrez avec moi que ça a été difficile de sélectionner quelques-unes. Voilà donc, Madame le Premier ministre, les internautes qui jouent les journalistes ce soir et qui vous posent des questions donc, sur l'orientation, l'intégration des enseignants volontaires. L'énergie et le code du travail. Je pense quand même que j'ai répondu à la plupart des questions, mais je dois avouer que la question de l'orientation est réelle. Elle est réelle. Et dans la feuille de route gouvernementale, on en a fait une priorité. Une priorité, le lead de cette priorité, c'est le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, mais en support avec le ministre des Enseignements primaires, secondaires, de la technique de l'artisanat. Alors, donc c'est une priorité. Mais il y a quand même quelques débuts de solutions avant de travailler sur une véritable politique nationale de l'orientation. Parce qu'avant, il y avait le conseil d'orientation scolaire. Mais donc ça s'est affaibli. Vous savez quoi? Vous savez, le Togo est passé par des situations assez difficiles et ça a affecté également l'administration et tous ces services que nous avions. Alors, le dernier concours de recrutement qui était lancé en décembre, va déjà permettre de recruter une cinquantaine de conseillers d'orientation. Ça, c'est déjà un début. Ensuite, je parlais de la politique. Il faut, pour adresser ce genre de questions, il faut une vraie politique nationale. Et on a commencé déjà par travailler dessus, en espérant que dans l'année, nous pourrons réellement présenter cette politique nationale d'orientation scolaire. Mais ce qu'il faut dire, c'est que il y a quand même quelques réponses aussi. Le fait même qu'on va lancer, je crois, si ce n'est pas aujourd'hui, un concours pour recruter les inspecteurs. Alors, il y a 300 inspecteurs qui vont être recrutés. Tout ça, c'est des séries de réponses mises ensemble qui permettent d'adresser la question. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le fait d'avoir, de démultiplier les établissements d'enseignement technique, les IFAD, permet de mettre sur la place une belle offre pour nos jeunes, en fait. Donc, fondamentalement, c'est une priorité, mais nous aurons une politique nationale d'orientation scolaire technique qui va permettre d'adresser la question de l'orientation, qui est essentielle. Parce que sans bonne orientation, on continue de produire des chômeurs. Donc pour nous, c'est quelque chose d'important. La question des enseignants volontaires également nous préoccupe. Et je disais tantôt qu'il y a eu une situation qui a été faite en 2018. Donc sur cette base, on va procéder donc par résorber de manière progressive le stock que nous avons, en disant qu'il y aura aussi des alternatives, parce que j'ai toujours dit, oui, on peut recruter des gens pour l'administration, mais l'administration togolaise n'est pas, en elle seule, ne peut pas régler le problème de chômage dans les jeunes. C'est pour ça que nous mettons vraiment l'accent sur tout ce qui est entrepreneuriat. Et je ne cesserai de le dire, c'est une des voies de salut pour les jeunes. Mais sur la question des enseignants volontaires, il y a une réelle volonté d'absorber le stock que nous avons actuellement. La question de l'énergie, je crois que j'ai eu à répondre à cette question en disant que la stratégie que nous avons, qui propose un mix énergétique
le conventionnel et l'énergie renouvelable avec le solaire va permettre de disposer de l'énergie en quantité, mais en qualité aussi. Et ce qui intéresse l'internaute, c'est le coût. Le coût abordable, mais à terme. Je ne peux pas affirmer tout de suite, parce que c'est quand même, il faut travailler sur la quantité, mais en même temps, c'est des investisseurs, des investissements qui se font. Et je pense qu'à terme, on verra si nos souhaits, c'est que ça puisse agir sur le coût pour les ménages togolais. Donc oui, c'est possible, et les investissements qui sont en cours vont permettre de réaliser cet objectif-là. Je crois avoir répondu. Il revient sur le code du travail. Alors, le code du travail aussi, j'avais répondu en disant que c'était une innovation. C'est une belle innovation. C'est en réponse aux attentes des employés aussi, mais aussi des employeurs, des entreprises. Donc, pour nous, il était important de trouver le juste équilibre, l'équilibre judicieux. Et je voudrais saisir l'occasion pour remercier et féliciter le secteur privé qui a joué vraiment sa partition et qui a participé à l'élaboration de ce nouveau code de travail. Ça a été vraiment un travail d'équipe. Et le plus important pour nous, c'est d'avoir en tête que notre pays doit rester attractif. Quand un investisseur vient, je vous assure, il y a 2 choses essentielles, je peux dire 3, qui l'intéressent. Le foncier, le travail, donc et la qualité de la jeunesse. Est-ce que je peux trouver de la main-d'œuvre qualifiée, etc., pour ne pas avoir importé. Donc, pour nous, c'est très important, et je trouve que la question est juste. C'est un code qui offre beaucoup d'opportunités, aussi bien pour la protection des travailleurs que aussi des opportunités de télétravail, comment mieux organiser les licenciements, le droit de grève, etc. Donc, il y aura des tests d'application qui vont être prêts pour pouvoir bien préciser les éléments de cette loi. Mais c'est une belle innovation pour nous, et nous devons tous saluer cela. D'accord. Carlos, est-ce qu'il y a encore des questions d'internautes intéressantes Des questions, je parlerai plutôt de commentaires, comme ce jeune, justement, comme ce jeune que j'ai référé au lycée de Kpodi, qui vous dit, Madame le Premier ministre, je cite, nous vous espérons dans tous les 100 jours pour éclairer nos opinions, comme s'il savait que vous alliez dire que la communication allait être au centre de votre activité. Pas mal de commentaires positifs aussi qui vous disent ceci, par exemple, la biométrie, le casier judiciaire numérique en ligne, ce sont des innovations excellentes pour le Togo. Je prends un autre commentaire. Il y en a qui tombent à chaque seconde. C'est dire que nous sommes suivis. Voilà. Donc, des félicitations aussi, quelques critiques par là. Félicitations, Madame le Premier ministre Victoire Dogbé. Le Togo a de la chance d'avoir une dame de fer à la tête de son gouvernement. Un certain monsieur Stéphane Akaya. Il faut dire qu'il y a un particulièrement qui est très, très, très actif et qui donc occupe mon tableau. D'accord, donc je pourrais revenir après pour quelques notes. Les 100 jours donc, du gouvernement Dogbé sont suivis. Le bilan des 100 jours a été suivi de bout en bout par les internautes et les téléspectateurs également. Merci. Mais avant de vous laisser repartir, donc, Madame, à vos fonctions, c'est vrai que vous nous avez parlé des perspectives, mais si vous avez peut-être un mot à l'endroit des Togolais pour la suite. Merci beaucoup, Anita. Je pense que nous sommes tous d'accord que nous voulons un Togo en paix. Sans la paix, pas de développement. Et quand nous suivons ce qui se passe dans la sous-région, nous sommes convaincus que le Togo a ce trésor-là, de paix, que nous devons tous préserver. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce qui se met en place, le dialogue politique qui est là pour traiter des questions, tout ça, doit contribuer à consolider cette paix-là. Et donc, je voudrais remercier tous les Togolais qui croient en cette paix et qui œuvrent à consolider cette paix-là qui est très chère pour nous. Nous voulons également une nation forte. Nous devons tout faire pour
respecter les institutions que nous mettons en place. Et tout ce qui se fait doit être fait dans ce cadre-là. Et j'invite vraiment tous les Togolais à respecter les institutions que nous mettons en place. C'est important. Et nous devons également continuer à travailler pour créer plus de richesses pour notre pays. Parce que les attentes des populations, elles sont importantes, elles sont immenses. Mais nous avons nous avons le devoir de répondre à cela. Et pour y arriver, il nous faut créer plus de richesses. Donc tout ce que nous mettons en place, nous allons continuer par le faire et poursuivre la dynamique qui est enclenchée dans le domaine agricole. Nous allons continuer cela et privilégier la transformation locale dans ce domaine-là et pourquoi pas aussi dans le domaine minier. Nous allons travailler intensément avec les Togolais sur la mise en œuvre de ces programmes phares que sont le recensement, le 5e recensement. Donc, je profite déjà pour sensibiliser les populations pour adhérer à ce grand programme. Et également le programme d'identification biométrique de la population. Parce que quand nous allons réaliser ce programme, ça va nous permettre de mettre en place un registre social unique qui nous permet d'intensifier tous les programmes sociaux, les cantines scolaires, les transferts monétaires, tous les programmes que nous pourrons développer à l'endroit des plus vulnérables parce que nous parlons d'inclusion et cette inclusion doit être renforcée. Nous allons intensifier le partenariat avec le secteur privé. Nous l'avons démarré et nous allons les mettre à l'épreuve, par exemple, sur ce projet de mise en place des infrastructures éducatives, comme on a dit, par exemple, démarrer avec la construction des 5000 classes. Nous allons continuer par booster la décentralisation. On n'en a pas parlé beaucoup, mais nous sommes dans la décentralisation et nous avons vu le travail remarquable que les élus locaux sont en train de faire. Mais nous sommes dans la phase d'apprentissage aussi. Et donc, nous allons continuer par booster cette décentralisation et nous tous ensemble, nous allons réussir la mise en œuvre du Code du travail sur lequel nous allons beaucoup communiquer pour que chacun puisse comprendre le contenu de ce code. Et nous allons continuer par assainir le climat des affaires dans notre pays. Parce que les réformes que nous avons eu à réaliser ont permis aujourd'hui de positionner le Togo comme l'un des plus grands réformateurs au monde. Et les pays qui sont tout autour se disent, nous voulons dépasser le Togo. Donc, nous n'allons pas nous laisser nous dépasser. En tout cas, nous, le président a instruit, nous allons continuer ces efforts, ces réformes audacieuses-là, qui des fois sont douloureuses, mais nous devons y arriver. Je parlais tout à l'heure de foncier. Nous allons vraiment travailler sur ces réformes. Il y en a d'autres, la réforme du numérique, pour que le Togo puisse jouer véritablement ce pôle attractif et jouer le rôle de hub logistique. Nous n'avons pas beaucoup parlé de cela, mais j'espère que nous en parlerons beaucoup plus la prochaine fois. Donc voilà des chantiers sur lesquels nous allons beaucoup travailler pour que notre pays soit ce pays de paix, cette nation moderne, avec le digital au cœur, et avec une croissance économique inclusive, durable, qui profite à tous les Togolais. En tout cas, pour notre part, au niveau du gouvernement, nous n'allons pas du tout subir. Nous allons continuer par mettre la pression. Nous allons continuer par innover. Et nous gagnerons, nous avancerons, mais avec l'ensemble des Togolais. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Merci, madame le Premier ministre. Merci pour ce temps passé en studio avec nous ici, en direct avec les téléspectateurs. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Merci, Anita. Merci, Carlos, avec les internautes. Merci à toute l'équipe technique. Et merci à tous et à tous les internautes qui ont suivi, qui ont envoyé des commentaires et des questions. Des mais nous allons continuer sur notre page, la page de la primature. Nous allons recenser toutes ces questions et nous allons tenter d'y répondre parce que nous devons le faire. Absolument. Voilà. Très bien. Merci à vous, téléspectateurs et amis internautes, pour ce temps en contact avec la TVT pour ces 100 jours du gouvernement. On se retrouve une prochaine fois pour d'autres bilans. Et pendant ce temps, prenez soin de vous et respectez les gestes barrières. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonsoir.